Macron, il s'en fout complètement. Et il aspire à rester dans l'histoire quand même. Oui, mais comme quoi? Comme Ganelon, comme un Judas. Enfin, Bardella, c'est quelqu'un qui il sort de la maternelle, si j'ose dire. Enfin, il a 28 ans. C'est pareil d'ailleurs pour Gabriel Attal. On a cette espèce d'épidémie de blanc-bec, comme je l'ai dit, des gens qui ont 25, 28, 30 ans, 32 ans. On a l'impression, si t'es pas président de la République à 30 ans, c'est que t'as raté ta vie. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta à notre chaîne YouTube. Avant de démarrer cet entretien, je vous rappelle que si vous appréciez le travail d'Omerta, de nos journalistes, et que vous souhaitez nous aider, alors il y a deux moyens pour cela. Le premier, c'est de télécharger notre application gratuitement via Apple Store, Google Play ou via notre site internet www.omertamedia.fr. La deuxième, c'est évidemment de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker, de partager cette vidéo et de la commenter. Vous savez que le combat pour le journalisme libre et indépendant se joue en grande partie sur YouTube. Et pour que nous puissions continuer à progresser, cette chaîne a passé les 400 000 abonnés il y a une semaine. Eh bien, nous avons besoin de votre soutien. C'est gratuit, ça vous prend 2 secondes et ça nous est très utile. Pour ce nouveau entretien, j'ai le plaisir de recevoir François Asselineau. Bonjour François. Bonjour Charles d'Anjou et bonjour à tous vos auditeurs. Vous êtes président fondateur de l'UPR, vous êtes un homme politique français bien connu, et vous êtes le porteur du Frexit, de la sortie de la France de l'Union européenne, notamment avec l'article 50 que vous avez fait connaître au grand public. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe en Europe et aussi aux États-Unis. Et pour démarrer, puisque Régis Le Sommier revient de Roumanie, où il a pu interviewer le nouveau candidat à l'élection présidentielle du camp conservateur, du camp eurosceptique, nous allons voir ça, Georges Simeone. Vous avez vu cette interview, qu'en avez-vous pensé et que globalement pensez-vous de la lutte qui aujourd'hui, la lutte politique aujourd'hui en Roumanie entre un camp conservateur plutôt trumpiste ou peut-être un peu poutiniste aussi, au dire de leurs détracteurs, et puis le camp soutenu par l'Union européenne. On sait que la candidature de M. Georgescu a été recalée pour des soupçons de collusion et de soutien russe. Aujourd'hui, c'est donc M. Simeone qui est le nouveau candidat. Qu'est-ce que vous pensez de la situation en Roumanie ? D'abord, c'est une situation que l'on peut qualifier de scandaleuse, puisque normalement, M. Georgescu aurait dû être élu président de la Roumanie. Sa candidature avait été avalisée, et puis comme il a fait un score inattendu, d'un seul coup, il a fallu interrompre les opérations électorales. Vous le savez, on lui a lancé dans les pattes des accusations de soutien de la Russie. Moi, j'ai jamais très bien compris d'ailleurs ce qu'il y avait de mal à se produire sur TikTok. Tous les candidats pouvaient se produire sur TikTok. Je ne vois pas d'ailleurs le rapport qu'il y a entre être populaire sur TikTok et le vote dans les urnes. C'est quand même pas exactement la même chose que de truquer les élections. Et puis si on va par là, alors si TikTok avait favorisé Georgescu, que dire de ce qui s'est passé en France en 2017, où je rappelle quand même que Macron qui était inconnu du grand public 2 ans auparavant, a eu droit à 185 couvertures de magazines, 25% du temps de parole sur tous les grands médias. Alors que moi, qui avais déjà fait des élections quand même, ce qui n'était pas son cas, moi j'ai eu 0,8%. Donc voilà. Alors là, on peut, est-ce que sauf erreur de ma part, Georgescu ne passait pas justement dans les grands médias mainstream. Il était bon. Donc en fait, on lui a trouvé, vous savez, c'est la fable de La Fontaine qui voilà, il suffit le loup et l'agneau, donc voilà, c'est ou ego nominor leo, voilà, c'est la loi du plus fort. Alors il y a eu par ailleurs, donc l'élection a été reportée, vous le savez, au mois de mai. Et puis, il y a eu, dans toute cette affaire, si j'ai bien compris, 2 intervenants extérieurs importants. Il y a eu d'abord le fils Soros, Alexandre Soros, qui, si j'ai bien compris, s'était rendu à Bucarest quelques heures avant que la Cour suprême, qu'il est allé voir, et où, semble-t-il, il y a un certain nombre de juges de la Cour constitutionnelle roumaine qui sont des agents de Soros, décide de l'invalidation de l'élection, d'interrompre l'élection après le premier tour. Et puis depuis là, il y a un pays qui se mêle de ce qui ne le regarde pas, c'est la France de Macron, puisque Jean-Noël Barrot
est allé voir les autorités roumaines avec un rapport Viginum, je ne sais pas si vous connaissez ça, ou qui prétendrait avoir trouvé des preuves comme quoi les Russes auraient manipulé TikTok. Et puis je crois que l'ambassadeur de France en Roumanie a été reçu à la Cour constitutionnelle. C'est d'ailleurs ce que dit Georges Simeone à Régis Le Sommier, hein, que tout ça est absolument scandaleux. Les Français d'ailleurs n'en savent rien. Résultat des courses, effectivement, donc Georgescu est interdit de se présenter et on trouve Simeone. Alors moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est que je voudrais insister sur un point que je crois important. On a tendance à présenter en Roumanie, aux États-Unis, en Hongrie, en France, l'équivalent de Georgescu serait Madame Le Pen, parce que Madame Le Pen a été frappée d'inéligibilité. Bien. Moi, je ne partage pas du tout ce point de vue, ce parallèle. D'abord parce que c'est pas du tout les mêmes incriminations. Georgescu, on est encore en train de chercher les preuves. Et puis c'est quelque chose qui est apparu brutalement après le premier tour. S'agissant de Mme Le Pen, je ne veux pas ici l'accabler, mais il faut revenir à la réalité. Les faits, c'est que ça dure depuis 10 ans. Et c'est pas la France, c'est pas le gouvernement français actuel, il faut lui rendre justice, qui a lancé quelque chose contre Mme Le Pen, ça vient du Parlement européen. C'est le Parlement européen qui a réclamé de l'argent depuis 10 ans, pas seulement d'ailleurs à Mme Le Pen, mais à toute une ribambelle d'autres eurodéputés du RN et des assistants parlementaires. De telle sorte que le jugement qui a eu lieu en France est un jugement qui répond d'abord à une demande du Parlement européen, qui a décidé, enfin qui a jugé qu'il y avait eu, alors les sommes, on ne sait plus très bien où on en est, on parle de 3, 4, 5, 6 millions, il semble que ce soit plutôt aux alentours de 3 à 4 millions d'euros de détournement de fonds. Et il y a eu quand même une vingtaine de personnes condamnées. Il n'y a pas eu que Mme Le Pen, il y a eu d'autres eurodéputés qui sont condamnés. Je note d'ailleurs, je n'ai pas suivi ça de très près, mais je note que sur les 20 quelques personnes qui ont été condamnées en première instance, toutes n'ont pas fait appel. Donc il y en a qui considèrent, donc c'est quand même un peu un aveu de culpabilité. Bien. Et j'ajoute aussi que, sans entrer dans trop de détails, ce qui a défrayé la chronique en France, c'est quand même que le majordome de Jean-Marie Le Pen était payé sur fonds européens. C'est-à-dire payé par les Français, au bout du compte, par les contribuables français, quelque chose comme 9 à 10 000 euros par mois pendant des années. Bon, c'est quand même un problème. C'est plus que du détournement de fonds à cet égard. Donc ça, c'est le premier point. C'est qu'il n'y a pas de parallélisme entre ce qui se passe pour Mme Le Pen et ce qui se passe pour M. Georgescu, du point de vue judiciaire. Ce que l'on peut critiquer et s'interroger, c'est... Dans la condamnation qui a été faite, ça a été assorti d'une peine d'inéligibilité qui aurait pu ne pas avoir lieu. C'est là où on peut peut-être mettre... Point de débat, ouais. C'est là où il y a un débat. Mais les juges font valoir que c'est pas eux qui ont fait la loi. Ce sont les députés, dont Mme Le Pen d'ailleurs. Bon. Donc c'est un peu un retour... Alors, qu'il y ait des arrière-pensées chez les juges... C'est probable. Tout le monde sait que le poids du syndicat de la magistrature en France, etc. Mais moi, ce que je note, enfin là, je fais un petit décalage par rapport à la question, mais je vois que en ce moment, les juges ont l'air de sévir un peu tous azimuts. Donc on a vu, par exemple, que le Grégory Doucet, qui est le maire écologiste de Lyon, a été placé en garde à vue pour détournement de fonds publics. Il semble que M. Mélenchon, ça lui pend au nez aussi d'avoir un procès sur ces questions. Donc il semble peut-être, j'en sais rien, en tout cas ça serait souhaitable du point de vue de la justice, de ne pas donner l'impression que Mme Le Pen a été victime d'un jugement particulièrement sévère parce que c'était elle. En tout cas, c'est vraiment deux choses très différentes, Mme Le Pen, M. Georgescu, du point de vue du droit. Et ça, je crois que beaucoup de gens le font un peu le mélange des deux. Il y a aussi un deuxième point, c'est que Georgescu, c'est un homme qui est entré en politique tardivement. C'est un fonctionnaire, c'est un haut fonctionnaire. Il avait commencé chez les écologistes, il avait été plus ou moins d'ailleurs financé par USAID dans les débuts, puis après il a eu une carrière de haut fonctionnaire. Il suffit de voir son allure d'ailleurs. Il est un peu comme moi, il a l'allure d'un haut fonctionnaire. Mais c'est pas le profil type de l'ancien de la sécurité. Voilà, c'est ça. C'est un type, il a été à l'ONU. Il a les propos d'un homme d'État, d'un très haut fonctionnaire.
qui est habitué à être en costume cravate, qui est habitué à parler de façon posée, pondérée, réfléchie, de voir les choses avec hauteur de vue. Ça, c'est la personnalité de Georgescu. Et il est entré en politique donc très récemment, en fait, sur le tard. Un peu comme moi. Bon, moi, je permets d'insister sur le fait qu'à la sortie de l'ENA, pendant 24 ans, j'ai servi des ministres, l'État, sans que personne n'entende jamais parler de moi. Et que c'est à 50 ans simplement que j'ai fini par me lancer en politique, constatant la bérésina. Mais mon objectif, il y a des gens qui disent que j'aurais un melon extraordinaire, que j'aurais un ego surdimensionné. C'est le contraire qui est vrai. Comme M. Georgescu, pendant 24 ans, sans que personne ne le sache, j'étais derrière des ministres successifs pour essayer de faire prévaloir ce que je croyais être le bien. Permettrait de comparer ça d'ailleurs avec le profil de De Gaulle. C'est pareil. De Gaulle, ça a été un militaire. Et jusqu'en 1940, il avait 50 ans, justement. Eh bien, on n'entendait quasiment pas peu parler de lui, jusqu'au moment où il a fini par prendre les choses en main parce que ça n'allait plus. Alors, qu'est-ce qui pose problème avec Madame Le Pen, d'ailleurs, vous aussi. Alors que je reviens à Madame Le Pen, elle, c'est pas du tout le même profil. Madame Le Pen, elle est la fille de son père, elle est emmenée en politique, entrée en politique, etc., etc. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Georgescu, comme De Gaulle, et si vous me le permettez, comme moi, ce sont des gens qui sont entrés en politique à 50 ans par dépit de voir un pays en train de s'effondrer et qui veulent prendre les choses en main pour changer des choses fondamentales. Et donc Georgescu, en Roumanie, il n'a pas fait mystère de s'opposer à l'OTAN, de s'opposer à l'Union européenne, de vouloir mettre l'État profond roumain en prison. C'est d'ailleurs dans la conversation que Régis Le Sommier a eue avec Simeone. C'est justement ce que dit Simeone. Il dit Georgescu, il est extrémiste, il voulait mettre l'État profond au trou. Donc il veut vraiment redresser la Roumanie, la libérer. Sachant que, évidemment, en s'attaquant à l'OTAN, il s'attaque à forte affaire, puisqu'il y a cette base de l'OTAN considérable, qui est un peu le pivot de l'OTAN face à la Russie. Donc il y a quelque chose un peu comme De Gaulle, un peu comme moi, parce que dire en France qu'il faut sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN depuis 18 ans, on a fêté nos 18 ans, il faut quand même avoir un certain idéalisme et savoir qu'il y a vraiment, c'est comme ça qu'on va sauver la patrie. Alors que, je suis désolé de le dire, mais Mme Le Pen, en quoi est-ce qu'elle s'oppose à Macron? En quoi elle s'oppose à l'État actuel? Mme Le Pen et le Rassemblement national, ils sont pour l'Union européenne, ils sont pour l'euro. D'ailleurs, ils n'ont jamais été vraiment contre. Je l'avais expliqué depuis des années. C'est une légende urbaine de croire que le Front National était contre. Dans le meilleur des cas, il y avait l'idée de faire peut-être un référendum en fin de mandat. C'est ce que m'avait dit Madame Le Pen. Mais en pratique, si vous reprenez toutes les professions de foi de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen, notamment aux élections européennes depuis 1979, vous verrez qu'il n'est jamais question de sortir de l'Union européenne. Au contraire, de demander à l'Europe de mieux veiller aux flux migratoires, etc. En tout cas, Mme Le Pen, elle s'oppose à la sortie de l'Union européenne, elle s'oppose à la sortie de l'euro, elle s'oppose à la sortie de l'OTAN, elle a acquiescé, elle s'est rangée derrière le narratif américain néoconservateur. Il faut faire maintenant la différence. Quand on dit américain, il faut faire la différence entre les néoconservateurs et les démocrates qui tiennent encore l'État profond, Victoria Nuland qui était à la tête du National Endowment for Democracy d'un côté, et puis la Maison-Blanche, le FBI, etc., et les grands ministères qui maintenant sont pris par les Américains version Trump. Il faut vraiment faire le distinguo maintenant, c'est fondamental. Mais Mme Le Pen, le RN s'est rangé globalement derrière le narratif des néoconservateurs américains sur l'Ukraine contre la Russie. Je n'ai pas rêvé, M. Bardella est allé banqueter avec Valérie Hayer à Bruxelles, lorsque à Bruxelles a été reçu en grande pompe M. Zelensky, c'était il y a 2 mois. Donc le narratif de l'URN est là-dessus. En matière de politique intérieure, Mme Le Pen a bloqué la procédure de destitution qu'avait fini par lancer le LFI, le Nouveau Front Populaire, ce que je proposais depuis décembre 2018. Ils avaient fini par s'y ranger en 2024. Le Rassemblement national a bloqué la procédure, ce qui a permis à
à Macron d'échapper à un débat dans l'hémicycle ou devant toutes les télévisions françaises et du monde entier, les députés auraient débattu de savoir si Macron devait être destitué, aurait passé au peigne fin les violations de la Constitution. Madame Le Pen, si elle avait donné son feu vert, il y avait au moins ce débat qui aurait eu lieu. Donc elle a vraiment sauvé la peau du soldat Macron. Elle a bloqué la censure de Bayrou. Elle a permis la nomination de Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel. Et vous pensez que c'est un choix tactique de la part de Marine Le Pen ou c'est un alignement, c'est un renoncement, Écoutez, un alignement je ne peux pas, moi, si vous voulez, on ne peut pas sonder les reins et les cœurs. Mais moi, ce que je sais, c'est que quelqu'un qui se ferait élire avec un programme comme cela est absolument illégitime pour ensuite faire, par exemple, une sortie de l'Union européenne. Pour pouvoir que la France sorte de l'Union européenne, il faut qu'il y ait le soutien massif de la population. Si vous vous faites élire sur le thème que vous allez rester dans l'Union européenne, avec tous les médias, toute l'oligarchie qui tient les médias en France, que ce soit l'État ou que ce soit les milliardaires qui tiennent les médias et qui, par exemple, m'invisibilisent dans tous les grands médias, il est bien évident que quelqu'un qui se ferait élire en France en disant « de toute façon, on reste dans l'Union européenne, dans l'euro et dans l'OTAN », serait totalement illégitime. Et donc, en fait, le modèle implicite de Mme Le Pen, mais je pourrais dire la même chose de Zemmour, de Mme Knaffo, de Bardella, de Mme Maréchal, tout ça, ce sont de M. Dupont-Aignan. Tout ça, c'est en fait du pareil au même. En fait, leur modèle implicite, c'est Mélanie. Je note d'ailleurs que dans l'entretien que Régis Le Sommier a eu avec M. Simeone, en anglais, mais c'est vraiment intéressant ce petit passage. Justement, Simeone, il dit « Georgescu est extrémiste, nous, notre modèle, c'est Mélanie ». Ça veut donc dire que Simeone n'est pas du tout la doublure de Georgescu. D'ailleurs, c'est normal. Les gens qui ont fait interdire à Georgescu de se présenter, ils vont pas autoriser un clone de Georgescu de se représenter. Il leur faut donc, en fait, un succès d'année. Il leur faut une contrefaçon. C'est ça le truc. Hein. Donc, mais ça, c'est vieux comme De Gaulle avait été opposé à la même chose. Les Américains, ils avaient des contrefaçons de Gaulle. Ils avaient essayé de fourguer le général Giraud, la rencontre d'Anfa, vous savez. C'est-à-dire que les Américains avaient bien perçu que De Gaulle était quelqu'un qui défendait bec et ongle les intérêts de la France et du peuple français et qui n'était pas maîtrisable, sur lequel il n'avait pas prise. Il n'y avait pas d'affaire d'argent derrière. C'était quelqu'un qui était... Et donc, qu'est-ce que voulaient les Américains ? Ils lui ont sorti tout ce qu'ils ont pu. C'est-à-dire, d'abord, ils ont fait alliance. Vous savez, le débarquement à Alger en 1942, fin 1942, de l'opération Torche, où les Anglo-Américains débarquent en Algérie. Et vous avez le général Eisenhower qui fait copain avec l'amiral Darlan, qui est le dauphin de Pétain. L'amiral Darlan est assassiné 3 semaines après, comme vous le savez, par la résistance. Et à ce moment-là, les Américains sortent d'un chapeau le général Giraud, qui vient de Vichy, qui traverse la France, qui traverse l'Espagne, qui passe en Algérie. Et d'un seul coup, les Américains jettent leur dévolu sur le général Giraud et qui veulent mettre dans les pattes de Gaulle. Et Roosevelt et Churchill convoquent, c'est au Maroc que ça se passe à Anfa, et De Gaulle en parle en disant que c'était la Metro-Goldwyn-Mayer et Churchill, et surtout Roosevelt, Churchill là-dedans, il était un comparse, mais Roosevelt oblige De Gaulle à serrer la main du général Giraud, qui était un pétainiste 15 jours avant. Parce que les Américains veulent à toujours avoir des gens sur lesquels ils ont prise. C'est ça le truc. Voilà. Et d'ailleurs, c'est toujours pas fini, parce que De Gaulle finit par arriver au pouvoir en 1944. Comme vous le savez, il a fallu qu'il soit installé rue de Grenelle pour que les Américains reconnaissent son pouvoir. Hein, jusqu'au bout, ils ont maintenu une ambassade auprès de Pétain jusqu'en 1942, avec l'amiral Lee, qui était un proche de Roosevelt et qui voyait Pétain toutes les semaines. Et vous savez que le projet des Américains, De Gaulle en parle dans ses mémoires de guerre, le projet des Américains, c'est qu'une fois qu'ils auraient débarqué en France, de maintenir au pouvoir Pétain, Laval, puisque Laval était apparenté de façon éloignée, mais pas trop éloignée, de Roosevelt lui-même, en tout cas de Theodore Roosevelt, mais même aussi de Franklin Roosevelt, et d'y mettre également un triumvirat où ils auraient sorti Édouard Herriot d'un chapeau. C'était ça le projet. C'est pas moi qui le dis, c'est De Gaulle. Allez voir les mémoires de guerre, il en reparle dans le C'était De Gaulle de Perfit, où de Perfit raconte cette anecdote. Les Américains veulent toujours avoir
non pas des alliés, mais des subordonnés. Et lorsque De Gaulle arrive au pouvoir en 1944, donc là, les Américains sont obligés de le reconnaître. Il claque la porte le 20 janvier 1946 parce qu'il n'accepte pas les conditions de la 4e République. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est un épisode de l'histoire qui est peu connu, mais c'est que à la fin des années 40, au début des années 50, il y a eu toute une tentative pour éjecter purement et simplement De Gaulle, qui était une espèce de figure tutélaire, qui s'était retiré sur son Aventin, comme on disait jadis. Il s'était retiré à Colombey-les-Deux-Églises et il écrivait ses mémoires de guerre. Mais c'était, comme me dira plus tard René Coty, le plus célèbre des Français. Donc il était ce qu'on appelait la traversée du désert. Mais il y a eu toute une tentative pour le démonétiser complètement. On a sorti d'un chapeau un type qui s'appelait, alors l'histoire a oublié son nom, il s'appelait Barachin. Et Barachin, qui était la tête des députés du RPF, et qui en fait était anti-gaulliste. Donc toujours trouver un comparse. À notre époque, c'est ce qui se passe en Roumanie. Parce que M. Simeone, si vous me demandez mon point de vue, je préférerais que ce soit Simeone qui soit élu en Roumanie, plutôt que on parle soit d'une dame, là, soit de celui dont on parle en ce moment, c'est plutôt le maire de Bucarest, qui est un homme plutôt qui est qualifié de gauche, c'est un européiste, quoi. Donc je préférerais personnellement que ce soit Simeone, dont le modèle est Meloni ou dont le modèle est M. Orban. Mais Meloni, comme Orban, comme Fico en Slovaquie et comme Simeone, ce sont en fait des gens qui veulent rester dans l'Union européenne. Meloni, ce qui est extraordinaire, par exemple, c'est que vous savez qu'il y a beaucoup d'Italiens qui ont voté pour Meloni parce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop d'immigration. Mais depuis que Meloni a succédé à Mario Draghi en Italie, le nombre d'immigrés a augmenté en Italie. Elle a fait diminuer de 2/3 le nombre de migrants illégaux. Ça, c'est exact. Donc les migrants illégaux, ils passent notamment par l'Espagne. Mais elle a augmenté d'une proportion supérieure le nombre de migrants légaux à qui on donne des papiers, de telle sorte que le nombre de migrants en Italie a augmenté. Parce que personne ne clame trop en France, à part moi, et puis les statistiques à l'appui. Ce ne sont pas des propos, ce sont des propos validés. La situation en France, vous avez la même chose. Vous avez, comme je vous l'ai dit, Le Pen, Bardella, Zemmour, Knafo, Maréchal, Dupont-Aignan, etc. Tout ça, c'est en fait des clones de ce système qui, d'ailleurs, ont plus ou moins partie liée avec les Américains. J'ai vu que M. Trump prenait la défense de Madame Le Pen, etc. J'ai vu que vous avez vu que Zemmour et Madame Knafo, alors eux, ils sont moins trumpistes que État profond. Ils sont allés à Washington, ils ont été reçus par le Hudson Institute, qui est quand même une des émanations de l'État profond américain, financé par la CIA, par le fonds Bill et Melinda Gates. Donc on a ce genre de personnalité. Madame Maréchal, c'est pareil, elle est très très autant et compagnie. Donc c'est pas De Gaulle, c'est pas Georgescu, c'est pas Asselineau. Nous, en France, on est dans un système où, excusez-moi de le dire, mais je considère que le vrai parallèle de Georgescu, c'est moi. C'est-à-dire quelqu'un qui, arrivé à 50 ans, fait de la politique, alors que Bardella, c'est quelqu'un qui sort de la maternelle, si j'ose dire. Enfin, il a 28 ans. C'est pareil d'ailleurs pour Gabriel Attal. On a cette espèce d'épidémie de blanc-bec, comme je l'ai dit, des gens qui ont 25, 28, 30 ans, 32 ans. On a l'impression, si t'es pas président de la République à 30 ans, c'est que tu as raté ta vie, pour paraphraser l'autre. Ce sont des gens qui n'ont pas d'expérience, ce sont des gens qui entrent en politique tout de suite. Voilà. Dès qu'ils sont sortis du système scolaire, j'en connais d'autres, dès la sortie de l'ENA qui entrent en politique, c'est souvent le... Moi, pas du tout. Pendant 24 ans, j'ai servi humblement, sans que personne ne sache, les choses. Voilà la situation. Donc je crois que ce qui est affreux en France, c'est que les gens font des faux parallèles, et c'est repris à l'étranger, et on présente Mme Le Pen comme étant le Georgescu local, ce qui n'est pas vrai. Mme Le Pen, c'est le Simeone local, ou réciproquement. Simeone, c'est Mme Le Pen. Ce qui ne m'empêchera pas, moi, vous savez, en 2022, je suis quelqu'un de pragmatique. En 2022, pour le deuxième tour, pour la première fois de ma vie, j'ai voté pour Mme Le Pen, et j'ai dit qu'il fallait voter pour Mme Le Pen.
j'avais aucune illusion sur Marine Le Pen, mais je pensais, en mon âme et conscience, et je le pense toujours, que c'était quand même mieux d'avoir Marine Le Pen que d'avoir Macron. Macron, il est un dingue, c'est un fou. Il est en train de détruire le pays. Je pense quand même que Mme Le Pen, elle a quand même une femme qui a vécu, qui a quand même eu des échecs. Et je pense qu'il y a un bon fond chez elle. Voilà, je pense que c'est quand même quelqu'un qui a la patrie au cœur. Bon, elle a fait des compromis avec. Donc je pense que ça ne mènera pas à grand-chose, mais ça serait moins pire, je pense, que ça a été le cas avec Macron. Mais ça n'est de toute façon pas la bonne solution. Il y a quand même un activisme d'Emmanuel Macron diplomatique. On parle de la Roumanie, mais il y a aussi la Moldavie, il y a aussi la Géorgie. On voit que Emmanuel Macron, comme Ursula von der Leyen, sont très actifs sur ces pays de l'Est qu'on présente comme pouvant basculer côté russe, qui, quand on connaît la Roumanie, est un peu grotesque, parce que les Roumains ne sont de toute façon pas russophiles. La question se pose en Moldavie, mais certainement pas en Roumanie. Comment expliquer cet activisme français, bruxellois, sur ces pays qui pourraient basculer, pas côté russe, mais finalement dans une position contestataire ou revêche vis-à-vis du camp occidental, du camp du bien, de l'atlantisme ou de la gouvernance de Bruxelles? Alors, chacun peut avoir son opinion. Là, je n'ai pas d'autres ressources que de vous faire part de mon intuition profonde. Si vous voulez, il me semble que dans l'Union européenne, vous avez des chefs d'État ou de gouvernement qui sont un peu comme Simeone, si vous voulez, et qui partent du principe qu'on est dans une camisole de force qui s'appelle l'Union européenne, et qu'ils essayent de jouer au plus fin pour sauver les meubles et pour le plus grand intérêt de leur population. C'est le cas typique de Orban ou de Robert Fico en Slovaquie. Ce sont des gens, ou des Polonais également, aussi un peu d'ailleurs Madame Meloni, voilà, en Italie, un peu aussi des Espagnols et des Portugais. C'est-à-dire qu'ils ont quand même un ressort de rappel vers la réalité. Voilà. Ils essaient de tirer le mieux. D'ailleurs, souvent j'entends des gens qui m'objectent que on pourrait très bien rester dans l'Union européenne en faisant ce qu'on veut et qui m'objectent Orban. C'est pas vrai. Orban, au bout du compte, il finit toujours par se coucher. Il s'est couché sur. Il devait être celui qui s'opposait à l'entrée de la Suède ou de la Finlande dans l'OTAN. Il a fini par accepter. Et sur toutes les. En fait, il se fait payer. Moyennant, parce qu'il est bénéficiaire, la Hongrie est bénéficiaire net. Au bout du compte, il avale finalement beaucoup de couleuvres après avoir fait monter les enchères. C'est un peu la même. Et puis il est dans l'orbite à la fois de Vladimir Poutine et Donald Trump. Absolument. C'est le cas aussi des Moldaves, sur les deux. Ce qui n'est pas forcément, d'ailleurs, moi je peux le comprendre, quand on est un pays de taille modeste comme la Hongrie, de jouer un petit peu cette bascule n'est pas inintelligent. Je peux le comprendre. C'est aussi un peu ce qu'essaye de faire Meloni. D'ailleurs, dans tous les cas, Meloni, elle a surpris. Elle a fait des choses en bien en disant qu'il était hors de question d'envoyer des soldats italiens en Ukraine, par exemple. Bon. Comme s'y opposent virulemment les Hongrois, les Slovaques. Ils ne sont pas sur cette position absolument radicale voilà. Alors des Français, qu'à contrario, vous en avez d'autres à l'autre bout. Et malheureusement, on a tiré le gros lot avec Macron. Mais on pourrait mettre un petit peu dans le même sac Merz, quoi qu'il n'est toujours pas que le chancelier, l'allemand, et Starmer et Madame von der Leyen, qui eux sont des espèces de fous furieux et qui... Il n'y a pas d'autre... Vous savez, moi j'ai un petit proverbe personnel que je me suis forgé quand j'avais une dizaine d'années. C'est que je me suis dit dans ma petite tête d'enfant, je me suis dit quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est pas que je suis bête, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre qu'on ne m'explique pas. Voilà, c'est mon proverbe personnel. Quand je ne comprends pas quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et qu'on ne m'explique pas. Donc là, quand tu ne comprends pas la politique c'est qu'il y a quelque chose à comprendre qu'on ne nous explique pas. Et le quelque chose à comprendre, je ne vois pas d'autre solution que le fait que ce sont des gens qui sont tenus par l'oligarchie qui les a catapultés. Après tout, comment Mme von der Leyen est-elle devenue présidente de la Commission européenne? C'est une femme qui est incompétente, tout le monde le sait, qu'elle est nulle. Elle est d'une famille... Bon, alors je sais bien, on n'est pas responsable de sa famille, mais enfin, elle a des antécédents familiaux
d'un côté qui ont fricoté avec le nazisme au rang d'officiers. De l'autre côté, ce sont des hobereaux. Le troisième côté, c'est une famille de milliardaires. Vous savez que son nom de jeune fille, c'est Albrecht, hein, Ursula. Albrecht, c'est la famille Albrecht qui est, vous savez, les magasins Aldi, vous savez, de discount, de hard discount, c'est le Hall, c'est Hall de Albrecht. Hein. C'est une origine allemande, donc c'est une partie de sa famille qui possède ce réseau de distribution. Donc c'est une femme qui est née avec une cuillère en or dans la bouche et qui a été catapultée. Elle n'est pas bonne. Quand elle a été ministre de la Défense d'Angela Merkel, elle s'est fait remarquer par sa corruption. Enfin, c'est l'horreur, en fait. Et cette femme, elle s'est retrouvée catapultée à la présidence de la Commission. Les contrats Pfizer, ouais. Enfin, et les contrats Pfizer, etc., ne lui ont pas nu. Au contraire, elle a été prorogée. Bon, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'elle a des soutiens. Elle a des soutiens. Voilà, elle a des soutiens, elle a des protecteurs. Et c'est pareil pour Macron. Je l'ai déjà dit 50 fois. Il y a des gens qui me le reprochent, mais je sais juste que sur mon lit de mort, je le dirais. Macron, il a été élu en 2017 par un lavage de cerveau des Français. Parce que tous les médias ont fait la promotion de Macron. Enfin, tout le monde le sait, tout le monde qui est un petit peu digne. Macron, il a eu droit à 183 couvertures de magazines. Il était totalement inconnu des Français. Puis j'allais voir c'était du publi-reportage. Il était le Mozart de la finance, c'était un génie, c'était ci, c'était ça. Alors qu'en fait, c'était un type dont l'intelligence est finalement assez médiocre. Moi, je le connais un petit peu de l'inspection des finances. D'ailleurs, vous savez qu'il y a aussi un scandale, c'est que son passage à l'ENA a été un peu bidouillé. Paraît-il qu'il a plus ou moins pas passé le grand oral. Il n'y a pas eu de classement de sortie. Enfin, c'est très bizarre, la carrière de Macron. Ensuite, il passe à l'inspection. Il sort de l'inspection directo chez Rothschild. Moi, j'ai été à l'inspection. Je sais quand même comment ça se passe. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Quelqu'un qui sort de la tournée pour entrer chez Rothschild, il a fallu passer plusieurs années. Et puis après, il est chez Rothschild. Il est pas bon, en plus. Alors, quand vous sortez de l'inspection, c'est pas parce que vous êtes sorti major ou vice-major. Vous pensez qu'il a été repéré Écoutez, il y a diverses hypothèses. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il a été nommé associé gérant de chez Rothschild comme ça, alors qu'il était en passant devant tous les autres, dans ce qui a créé des inimitiés d'ailleurs au sein de Rothschild. Et puis maintenant, après ça, d'un seul coup, il a eu toutes les bonnes fées qui l'ont catapulté. Vous savez, derrière qui il y a des gens qui se sont occupés de sa carrière. Il a été catapulté. Macron ne doit rien au peuple français, il doit tout à ceux qui l'ont nommé, en fait. Donc Macron, c'est en fait... Moi, je plains Macron, je vais vous dire franchement. Je préfère 100 000 fois être la personne que je suis que ce qu'il est. Parce que d'abord, lui, dans l'histoire de France, moi, je ne sais pas si je laisserai une place dans l'histoire de France. En tout cas, moi, quand je me regarde dans la glace, je suis heureux de faire ce que je fais, parce que je fais quelque chose en conformité avec mon être profond et ce que je crois que nous devons. Moi, je pense toujours à des gens que j'ai aimés étant petit, des parents, des grands-parents, des oncles et tantes. Et vraiment, j'ai toujours les larmes à l'œil quand je pense à ce qui est en train de devenir mon pays. Donc je me bats pour une cause noble et juste. Macron, il s'en fout complètement. Et il aspire à rester dans l'histoire, quand même. Oui, mais comme quoi? Comme Ganelon, comme un Judas. Enfin, et en fait, il ne doit rien aux Français. Il doit tout à ceux qui l'ont fait élire. Il a d'ailleurs dit qu'il n'y avait pas de culture française. Il a dit tout et n'importe quoi. Et on voit bien qu'il sert des intérêts qui ne sont pas ceux de la France. Donc il sert les intérêts de qui? Moi, l'impression que ça me donne, c'est qu'il a été catapulté par l'État profond américain. Et puis ce qui vient de se passer avec l'élection de Trump, c'est que Trump n'était pas prévu au programme. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, il y a le mot américain maintenant est devenu ambivalent, polysémique. C'est que d'un côté, il y a le mot américain tel que je l'utilise, et beaucoup de gens avec moi depuis des décennies, c'est-à-dire en fait l'impérialisme américain, etc., etc., les promoteurs de la mondialisation, de l'Organisation mondiale du commerce, les promoteurs de la théorie de la fin des nations, les promoteurs de la culture woke, LGBT, etc., etc. Tout ça, c'est les néoconservateurs et les démocrates, avec également les promoteurs de guerre tous azimuts, les promoteurs de la guerre contre la Russie, de l'encerclement de la Russie, tout ça, c'est ce gigantesque... Néoconservateurs et démocrates, en fait. C'est à peu près la même chose. Et alors, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que les singularités, vous savez que comme en astrophysique, il y a des singularités dans l'espace. Là, il y a une singularité dans l'histoire américaine, c'est l'arrivée de Trump. Quel que soit le jugement qu'on peut porter sur Trump, qui a un côté fantasque, extravagant, etc., c'est quand même quelqu'un qui a une sacrée personnalité
Et c'est quelqu'un qui entre en choc frontal contre l'État profond. Et ce qu'il est en train de faire en ce moment, on va peut-être en reparler tout à l'heure, sur les réformes des tarifaires, il ne faut pas s'y tromper. C'est une révolution. J'allais dire, en employant un mot un petit peu précieux, un petit peu savant, c'est révolution épistémologique. C'est-à-dire qu'il est en train de changer tout le référentiel mental qui est celui de l'Occident depuis David Ricardo 1819, c'est-à-dire depuis le libre-échange porté au pinacle, et surtout alors mis en œuvre après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il est en train vraiment de s'opposer à un choc frontal. Et ça, c'était pas prévu au programme. De telle sorte que ce que maintenant on est obligé d'appeler l'État profond, ce qu'on appelait l'Amérique, les Américains plus généralement naguère, c'est d'ailleurs Madame Léa Salamé m'avait reproché en 2014, quand j'étais passé à la télévision française, On n'est pas couché avec Ruquier, elle m'avait dit que j'étais un anti-américain primaire. Mais maintenant, c'est elle qui est une anti-américaine primaire. Ce sont tous ceux qui, en fait, moi, je n'étais pas anti-américain, j'ai des amis américains, et je trouve que ce que fait Trump, il y a des choses qui font qu'à mon avis, qu'il ferait mieux de ne pas faire. Il y a des propos, bon. Mais globalement, c'est un formidable coup de pied dans la fourmilière, et c'est une formidable réorientation de l'histoire qui ne peut être que salvatrice. Et donc on a l'impression que l'État profond américain, c'est-à-dire ces néoconservateurs et ces démocrates qui ont perdu la Maison-Blanche, qui ont perdu le secrétariat d'État, maintenant c'est Marco Rubio, qui ont perdu le ministère de la Défense, qui ont perdu enfin tout le gouvernement, qui ont perdu la FBI, qui ont perdu, etc. Ils ont gardé les ONG. Ils ont gardé l'Atlantic Council, dont émane, comment s'appelle-t-il, notre ministre de l'Europe actuel, Benjamin Haddad. Benjamin Haddad. Voilà. D'ailleurs, il va, à l'insu des Français, tous les mois, il va aux États-Unis, à l'Atlantic Council, hein, tout en étant ministre de la République. Bon. Ils ont gardé ça. Ils ont gardé le National Endowment for Democracy. À la tête, c'est Madame Victoria Nuland, vous savez, qui a été secrétaire d'État adjointe. C'est elle l'organisatrice du Maïdan. Elle a été écartée parce qu'elle avait détourné $1 milliard. Vous vous rappelez cette histoire, d'un seul coup on n'a plus entendu parler d'elle, puis elle est ressortie, elle est à la tête, alors là, c'est vraiment l'État profond, elle est la femme de Kagan, c'est vraiment l'État profond, elle est à la tête du National Endowment for Democracy. Et donc on voit que cet État profond est attaqué aux États-Unis. Ils essayent de faire des manifs, il y a eu des manifs contre Trump, ils essayent d'utiliser les médias, mais Trump, c'est une machine extraordinaire, en fait, à déblayer le terrain à sa façon, avec une faconde incroyable. Et cet État profond, on a l'impression qu'il se réfugie en Europe, chez ses anciens, toujours chez ses employés, si j'ose dire, Starmer, Macron, peut-être Rutte, maintenant qui a été nommé secrétaire général de l'OTAN, probablement Merz, qui a été quand même chez BlackRock, également au Canada, hein, le successeur de Trudeau, qui a été également dans un fonds d'investissement, dont des banquiers. Et donc on a l'impression qu'ils sont là en train d'essayer de se replier en attendant de repartir à l'offensive sur des bases arrières. Voilà, c'est exactement le sentiment que ça donne. Et donc Macron là-dedans, qu'est-ce que vous voulez, on est dans un état de je ne sais pas. Je crois que je suis pas sûr que dans toute l'histoire de France, on ait déjà vu un truc pareil, parce que même Pétain, auquel d'ailleurs Macron rend régulièrement hommage, même Pétain, il essayait quand même de défendre un peu les intérêts de la France. Macron, c'est pire qu'Hollande ou Sarkozy? Ah oui, moi je pense. Enfin, ça a été une dégringolade. Mais vraiment. Parce qu'en plus, Macron, je pense, c'est quelqu'un d'insécure du point de vue psychologique. Sarkozy, pas. Sarkozy, c'est quelqu'un qui est un... Et puis, bon, Sarkozy, il avait quand même été formé au RPR, Chirac, etc. Donc, il y avait un fond... Il y avait quand même un petit fond. Un petit fond, il essayait de... voilà, on passe pas du jour au lendemain. Bon, Hollande, c'était... Puis, Hollande, il est très insuffisant, en plus, du point de vue intellectuel. Mais Macron aussi. Mais le problème de Macron, c'est qu'en plus, je pense que cet homme vient d'en faire. Voilà. Vraiment. Je pense qu'il est très insécure au fond de lui-même. Vous savez, imaginez que quelqu'un... la première fois que vous commencez à conduire une voiture, vous avez peur. Enfin, c'est vrai. Enfin, moi, je ne sais pas. La première fois qu'on vous met quand vous n'avez pas encore votre permis, que vous avez...
Heureusement que vous avez un type d'auto-école. Vous avez peur, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. C'est très impressionnant. J'imagine que si on... Je ne sais pas si vous avez un brevet de pilote d'avion, moi je n'en ai pas. Mais j'imagine que si on vous mettait dans les mains un 747, vous seriez besoin vous seriez terrorisé par la responsabilité que vous avez. Donc je pense que c'est ça qui est arrivé à Macron. C'est qu'à 38 ans, le type, il se présente pour la première fois à une élection, c'est l'élection présidentielle, il est élu. Ça n'existe pas. Ça veut dire que tout ça a été effectivement, il a été catapulté, présenté d'une façon absolument inimaginable. Et les Français ont tout gobé, ce qui montre au passage un problème de discernement chez beaucoup de nos compatriotes. Mais une fois qu'il est arrivé à la tête de ce truc-là, ça doit être extrêmement déstabilisant. Vous vous rendez compte? Parce qu'il n'a pas... Même s'il avait été génial, ce qui par ailleurs n'est pas le cas. Moi, je l'avais vu à l'inspection des finances, il n'avait pas spécialement une bonne réputation. C'est un baratineur. C'est un mauvais inspecteur des finances. Un bon inspecteur des finances, c'est quelqu'un d'extrêmement fiable, droit, rigoureux, qui fait des rapports vérifiables, qui sont transmis à l'agent vérifié pour des éventuelles contradictions, etc. Donc c'est quelqu'un que, normalement, un inspecteur des finances de qualité, c'est quelqu'un, je parle en connaissance de cause, qui a subi... qui doit en permanence rechercher la vérité des choses. Voilà. Et qui doit les dire, quel que soit... C'est ce que je lui ai appliqué pendant 24 ans, comme je le disais tout à l'heure, auprès d'un certain nombre de ministres en travaillant dans l'ombre. Je ne vais pas parler de moi. Je vais parler... Il y a, par exemple... Je ne sais pas si mon éloge va lui faire plaisir, mais par exemple, quelqu'un comme le gouverneur de la Banque de France actuel, François Villeroy de Galhau, je le connais. Il était 1 an avant moi, il est inspecteur général des finances, comme moi. C'est quelqu'un de droit, de rigoureux. Voilà, c'est quelqu'un... Alors, il a fait une carrière que je n'ai pas faite. Donc, lui, il a joué le jeu du système. Donc, il a une très belle carrière. Il est gouverneur de la Banque de France. Mais c'est quelqu'un qui... Je ne pense pas l'avoir jamais entendu dire des mensonges. Je pense que c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, il tire la sonnette d'alarme régulièrement. Et c'est quelqu'un, et je pourrais en citer d'autres, des gens qui, d'ailleurs, n'ont pas forcément défrayé la chronique, mais qui, dans des grandes entreprises, il y a eu ou dans des banques, qui ont eu, pas tous, hein, mais qui ont eu. Macron, non, c'est un mauvais inspecteur des finances. C'est quelqu'un qui est arrivé, qui, à mon avis, quand il faisait des rapports, il devait avoir des rapports qui étaient souvent contredits. C'est quelqu'un qui vit dans un monde hallucinatoire. C'est quelqu'un qui vit dans le mensonge permanent, enfin, les mystères entourant sa vie privée, j'entrerai pas dans le détail, mais enfin, la France entière et le monde entier, d'ailleurs, ne parlent que de ça. Il y a quand même des choses bizarres sur qui il est, sa parentèle, sur son épouse, etc. Tout ça, c'est bizarre. Ça crée un contexte un peu gênant. Quand je dis un peu gênant, c'est très gênant. Et c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Si vous voulez, moi je sais, à mon âge, je me rappelle quand j'avais 35 ans ou 38 ans, quand il est devenu président, honnêtement, je vois avec le recul du temps, je n'aurais pas... c'est pas bien. On peut pas être... D'ailleurs, les grands chefs d'État du monde d'aujourd'hui ou d'hier sont des gens qui ont de la bouteille. Il faut avoir minimum 55, 60 ans. Regardez les grands chefs d'État qui ont marqué l'histoire de France. Récemment, certains disent Bonaparte, oui. D'abord, Bonaparte, quand il y a eu le coup d'État du 18 Brumaire, vous savez que, si vous regardez à la loupe l'histoire du 18 Brumaire, il était liquéfié, hein, Bonaparte. C'était des gens qui étaient là, qui lui ont fait faire le coup d'État. Il était tétanisé, en fait, Bonaparte. Et puis, c'était une autre époque. Les gens vivaient, l'espérance de vie à la naissance, c'était 35 ans. Donc, les gens mouraient beaucoup plus jeunes. Donc, toutes les choses étaient... Et puis, on était mature beaucoup plus tôt. Hein, on n'était pas à notre époque où il y a de plus en plus de centenaires. Il y a beaucoup de gens qui se comportent comme des ados jusqu'à 40 ans, 50 ans passés. Enfin, merci de nous avoir accordé cet entretien. Je vous dis à très bientôt et, chers abonnés, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de commenter cette vidéo. À très vite.